Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous, je suis de retour après avoir pris une pause pendant les vacances de Noël et je suis prêt à démarrer 2021 avec donc le tout premier épisode de l'année. Alors je vous réserve tout un tas de surprises pour l'année à venir et aujourd'hui je vais d'abord revenir sur ce qui m'a marqué de l'actualité horlogère de l'année écoulée et de ce qu'il fallait selon moi en retenir. Alors je vais être obligé de commencer évidemment avec le coronavirus. Alors j'en avais déjà parlé, c'était l'épisode 33 au tout début de la crise quand on sentait que ça allait venir et toucher un petit peu l'industrie et je m'interrogeais déjà à l'époque sur l'impact que ça allait avoir sur l'industrie en général. Et il y en a eu deux principaux, je dirais. Le premier, c'est au niveau de la production. Forcément, comme les manufactures ont été fermées pendant un moment, ça a impacté la production. Comme il y a des cas de Covid qui sont déclarés de temps en temps sur des chaînes de production, tout ça fait que ça impacte forcément la production, même la livraison ensuite des pièces sur les marchés. Ce qui fait que les pièces qui étaient déjà très demandées de par le monde finalement, étaient encore plus demandées, encore plus dures à avoir, et ça s'est ressenti notamment sur les prix de seconde main. Et donc ça, c'est un phénomène qui s'est développé tout au long de l'année, qui va continuer à se développer, je pense, jusqu'à ce que la situation redevienne à la normale. Ça va pas être aujourd'hui que les manufactures vont pouvoir tourner à plein régime, ou en tout cas compenser un petit peu le manque de production qu'il y a eu pendant quelques mois et qui peut encore survenir. Et puis le deuxième impact, c'était plus au niveau de la distribution. Là aussi, les boutiques étaient fermées, de temps en temps encore, malheureusement, suivant les pays, l'évolution du virus, les législations, etc., les boutiques ferment épisodiquement, et tout ça rend plus difficile évidemment toute la partie distribution, tout ce qui permet d'écouler les pièces tout simplement. Alors un aspect positif d'une certaine manière, ça a été le développement de l'e-commerce. Alors j'ai toujours beaucoup cru à l'e-commerce pour les montres, j'en ai souvent parlé dans le podcast, l'épisode 2 par exemple y était intégralement consacré, et voilà, c'est quelque chose qui a commencé à se développer un petit peu. Il y a des marques qui ont commencé à s'ouvrir à ce mode de distribution, et voilà, sans refaire tous les discours que j'ai pu avoir, je considère pas que l'e-commerce va remplacer les boutiques, et c'est pas l'objectif pour autant, mais ça peut être pratique. C'est selon moi d'abord un service qui est rendu aux clients qui le souhaitent ou qui n'ont pas d'autre alternative, comme ça peut être le cas là actuellement en période de pandémie, ou alors dans d'autres territoires assez larges comme les États-Unis ou la Chine, où il n'y a pas des boutiques à tous les coins de rue, et souvent l'e-commerce peut être une opportunité pour avoir les produits. Et donc que ça soit au niveau de la production et de la distribution, voilà, évidemment le coronavirus a eu un impact et continue d'en avoir un assez colossal. Il y a aussi toute la partie incertitude que les marques vont avoir pour les mois à venir. Et paradoxalement, quand on voit un petit peu les commentaires des patrons dans la presse, ils sont pour la plupart très positifs. Alors c'est vrai que l'Asie fonctionne mieux en termes économiques en ce moment, on donnait le sentiment de mieux maîtriser la crise, et c'est traditionnellement un marché qui est très fort pour l'industrie de la montre de luxe, donc forcément l'industrie va être portée un petit peu par cette tendance positive, mais à en croire les déclarations, on a presque le sentiment que si le virus n'avait pas été là, l'année aurait été celle de tous les records. Donc c'est plutôt positif, et c'est quand même quelque chose qu'on voit, ça confirme ce qu'on voit de l'horlogerie qui est très attractive. On voit, il suffit de regarder les réseaux sociaux à quel point c'est en pleine expansion. Le nombre de personnes et de collectionneurs qui parlent de montres en ligne, le nombre de chaînes YouTube qui existent, le nombre de podcasts, celui-ci en est évidemment un exemple.
Et donc on sent voilà c'est quand même une industrie qui globalement a plein de perspectives qui sont intéressantes. Après il y a forcément certaines marques qui vont souffrir plus que d'autres. Là encore l'entrée de gamme, c'est aussi certaines marques qui avaient des composants dont certains composants proviennent de Chine et qui ont quelques mois d'interruption aussi. Donc c'est un segment qui est très challengé par la montre connectée déjà de base, qui vit une période un petit peu compliquée et que la crise n'a pas aidé. Paradoxalement, c'est souvent aussi ces montres d'entrée de gamme qui sont plus à l'aise en e-commerce et donc qui ont pu pour certaines tirer leur épingle du jeu. Et je pense à toutes ces marques un petit peu plus récentes qui justement n'ont pas de réseau de distribution établi en boutique traditionnelle, qui eux se reposent principalement sur l'e-commerce. Finalement, eux étaient très bien armés pour affronter cet épisode-là. Et pour parler aussi d'affronter cet épisode-là, je me souviens d'un épisode du podcast qu'on avait fait le 37, si je dis pas de bêtises, qui était quelle est la montre à porter pendant le confinement. Donc je vous invite à le réécouter si ça vous dit. Un autre impact peut-être lié aussi là au coronavirus, c'était tout l'impact qu'il y a eu sur les salons horlogers. Alors traditionnellement, on avait le salon à Bâle, Baselworld, on avait Watches and Wonders à Genève. Bâle a été annulé, Watches and Wonders a été fait de façon digitale. Ils ont annoncé là il y a un mois qu'une nouvelle édition digitale se tiendrait, avec notamment quelques marques qui ont fait défection entre guillemets de Baselworld, qui est un petit peu dans la tourmente là, ces derniers mois suite à l'annulation. Donc il y avait notamment Rolex, Tudor qui vient avec Rolex évidemment, Patek Philippe, Chanel, Chopard qui avait annoncé un petit peu comme ça d'un coup quitter Baselworld. C'était un petit peu un coup de tonnerre. Et puis avec cet épisode du coronavirus, on se repose un petit peu la question, on se posait déjà la question avant, de la pertinence de ces salons horlogers, en tout cas dans leur forme actuelle. Alors à titre personnel, je considère que ce qui est en train de se passer là, les salons digitaux ne sont pas la solution. Je pense que c'est la seule chose qui est actuellement disponible. Donc il faut en profiter et accompagner le mouvement, mais ça va pas être la tendance de fond pour l'année. C'est vraiment le modèle en lui-même qui doit être réinventé. Néanmoins, on a eu malgré la crise pandémique, on a toujours l'activité qui s'est maintenue, et puis les maisons de vente aussi qui ont continué à vendre aux enchères. On a vu de plus en plus de maisons de vente qui elles aussi se tournaient vers les ventes en ligne. D'ailleurs quasiment exclusivement les ventes avaient lieu en ligne, et on a vu là aussi que le marché finalement s'affranchissait complètement de la pandémie, que c'était pas vraiment une contrainte et que ça continuait à avoir de très bons résultats. Le résultat moi qui m'a marqué, c'est la Tag Heuer Monaco, enfin la Heuer Monaco à l'époque de Steve McQueen, celle qui portait sur le tournage du film Le Mans, qui a été vendue par Philips à plus de 2,2 millions $. Donc c'est évidemment énorme, et c'était le record pour une montre Heuer. Donc ça montre à quel point les enchères, et j'en parle régulièrement dans le podcast parce que c'est quelque chose qui à titre personnel me plaît énormément, m'intéresse énormément, parce que ça traduit de l'industrie, de parler évidemment avant tout les magnifiques montres qui sont présentées aux enchères, tout le travail de catalogue qui est fait aussi, qui permet d'en apprendre énormément. Donc en tant qu'amateur, c'est vraiment quelque chose que je suis avec attention, et on voit que les enchères se maintiennent très très bien, et finalement le digital s'y prête très bien. La seule chose qui va manquer avec les ventes aux enchères qui tiennent en ligne, c'est peut-être l'étape en amont de la présentation des produits, où les collectionneurs vont pouvoir toucher les produits avant d'enchérir, parce que finalement enchérir, on peut le faire dans la salle, on peut le faire au téléphone, on peut le faire en ligne, par email ou sur internet en live. Finalement on n'a pas besoin d'être sur place. Par contre c'est vrai que c'est quand même intéressant pour voir un petit peu le produit, d'être sur place. Mais là aussi les maisons de vente se sont adaptées, elles font
vous envoient des vidéos, elles vous font des démonstrations, etc. Donc c'est tout comme si on était sur place. Et puis voilà, si on est un petit peu un collectionneur avisé, qu'on a des modèles en tête qu'on cherche particulièrement, bon bah on connaît déjà un petit peu les modèles, et finalement avec ces vidéos qui sont faites en live avec la maison de vente, on arrive très bien à voir un petit peu, à avoir une idée assez précise du produit. Donc ça, c'était pour la partie un petit peu plus, on va dire, industrie et le business horloger. Il y a eu évidemment plein de sorties produits qui m'ont interpellé. Alors je vais pas faire tous les produits qui sont sortis cette année, il y en a évidemment énormément, mais j'en ai sélectionné quelques-uns qui, pour des raisons distinctes, m'ont paru assez intéressantes. La première, c'était chez Omega, c'était donc le lancement, ou plutôt la réédition de la Speedmaster avec le célèbre calibre 321. Donc en fin d'année, pas 2020 mais 2019 donc, Omega avait déjà annoncé qu'il relançait un petit peu la production du calibre 321 dans un modèle particulier, tout ça. Et là ils ont fait donc ce modèle de série, cette Speedmaster, je crois qu'elle s'appelle Héritage, Speedmaster Héritage 321, quelque chose comme ça. Donc c'est la réinterprétation de la Speedmaster avec ce calibre un petit peu mythique. Donc la pièce est différente de la Speedmaster de série, avec évidemment donc ce calibre très très célèbre, vraiment le calibre que les puristes recherchent. D'ailleurs, si on regarde les Speedmaster vintage, celles qui sont le plus cotées, les plus recherchées, c'est les premières séries qui étaient équipées du 321, avant que ça soit le calibre 861 qui prenne la relève, et les autres calibres successifs. Et donc celle-ci, en plus du fameux calibre, elle a un fond saphir, enfin elle a la glace qui est le verre qui lui est en saphir, donc avec ses propriétés invariables, etc., qu'on a l'habitude d'avoir, et le fond lui est en saphir aussi, qui cette fois-ci permet de voir le calibre de la 321. On va dire que les puristes de la Speedmaster vont vouloir un fond plein et un verre Esalite qui est plus proche de l'original. Mais là, voilà, pour cette réédition, ça faisait sens de la part d'Omega, je pense, de permettre d'observer le calibre. C'est avant tout pour ça, je pense qu'on achèterait cette pièce-là. Il y a aussi l'ajout d'une lunette céramique, donc là aussi c'est propriété invariable, etc. En termes de design, ce qui est marquant, ça va être l'absence d'épaulement autour de la couronne. Donc on a un profil un petit peu plus fin, qui a des airs, des accents un petit peu vintage. Et voilà, c'est tout ça qui constitue cette nouvelle Speedmaster qui est assez intéressante, qui est assez chouette. C'est pas une édition limitée à proprement parler, c'est la production en elle-même qui est limitée. Il me semble avoir lu que Omega prévoyait d'en produire 1000 à l'année, donc ça peut paraître beaucoup comme ça, mais par rapport au standard d'Omega qui produit plusieurs centaines de milliers, on est proche du million même de montres à l'année suivant les années. 1000 pièces pour un modèle qui est recherché, demandé, c'est tout petit. Quand Omega fait des éditions limitées, c'est déjà quelques milliers pour la plupart, 2000, 5000 pour la plupart des éditions limitées, et c'est voilà donc c'est une petite production, et ça explique aussi pourquoi la montre est un petit peu plus chère sur le marché de la seconde main que si vous alliez en boutique, où là on vous demanderait d'attendre. De mémoire, le prix était autour des 14 000 francs suisses, qui fait à peu près 13 500, peut-être un peu moins, euros, mais ça se revend déjà avec quelques milliers d'euros supplémentaires si vous voulez l'avoir tout de suite sur le marché de la seconde main. Toujours chez Omega et toujours avec la Speedmaster, il y a une nouvelle édition limitée. Alors Omega fait souvent des éditions limitées avec la Speedmaster. Alors certains collectionneurs vont trouver que c'est un petit peu un espèce de une recette toute faite marketing pour faire des éditions limitées, créer de la pseudo-rareté, de la pseudo-exclusivité, etc. Et finalement, certains vont dire que c'est pas très intéressant, et d'autres au contraire vont dire bah non, ça permet de jouer un petit peu autour de l'icône qui est la Speedmaster, et de proposer des modèles qui sont différents et qui n'existeraient pas vraiment autrement. Et puis bah oui, c'est des petites éditions limitées, il y a un côté marketing avec ça, mais ça fait aussi partie de l'attrait de ce côté collectionneur, de vouloir collectionner différentes éditions limitées. À la rigueur, pourquoi pas.
Et donc il y a une édition limitée qui a été sortie cette année, je pense qu'il y en a même eu plusieurs, mais je les ai pas toutes en tête, mais c'était donc celle qui s'appelle la Silver Snoopy Award 50e anniversaire. Donc c'était pour symboliser donc le 50e anniversaire de l'Award Snoopy. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une récompense qu'a offert la NASA en 70 à Omega pour la Spin Master, qui a contribué au sauvetage de l'Apollo 13. Alors je suis pas un expert en astronomie et en conquête spatiale, etc. Mais si je me souviens bien, il y avait un problème avec la mission qui devait revenir sur Terre, et il y avait un temps à mesurer très précisément qui allait permettre de régler correctement l'angle de retour tout simplement, et un mauvais angle, c'était tout simplement le vaisseau qui se brûlait dans l'espace, quoi. Et ce temps a été mesuré via la Spin Master, et donc voilà, on peut donc considérer qu'elle a sauvé tout simplement l'équipage de Apollo 13. Et donc Omega a reçu cette récompense de la part de la NASA, et comme un clin d'œil aussi a décliné plusieurs Snoopy, éditions Snoopy comme ça de sa célèbre Spin Master. Alors il y en a eu plusieurs, et elles sont toutes assez recherchées finalement, et ça peut être assez paradoxal, parce qu'on peut se dire, mais qu'est-ce que va faire Snoopy, un personnage un petit peu enfantin comme ça dans une montre sérieuse? C'est d'ailleurs la Spin Master, c'est la Spin Master professionnelle, enfin ça va pas nécessairement ensemble, mais c'est peut-être précisément ce décalage là qui plaît bien. Et cette nouvelle version est super sympa, en tout cas j'ai trouvé très très sympa. Personnellement, elle a notamment donc voilà des accents un petit peu blancs et bleus, mais ce qui est très intéressant selon moi, ça va être quand on retourne la montre en fait au verso et qu'on démarre le chronographe, il y a une animation d'un Snoopy dans un vaisseau spatial, dans une fusée, qui va comme ça rentrer sur la Terre. Donc c'est évidemment un clin d'œil par rapport au sauvetage de cette mission, mais voilà, je sais pas si on peut parler vraiment d'une complication, mais en tout cas une animation qu'on retrouve très rarement, jamais pour ainsi dire, et en tout cas c'est un clin d'œil assez joli. Là aussi c'est un modèle qui semble-t-il a trouvé pas mal de succès, parce que là aussi il s'arrache plus cher en seconde main, mais voilà, c'était une édition limitée que j'ai trouvé assez sympa. Je suis pas forcément attiré par toutes les éditions limitées qui sont réalisées, que ce soit pour la Spin Master ou ailleurs. D'ailleurs, souvent je trouve que c'est un petit peu éculé, mais quand il y en a qui sont bien réalisées, c'est le cas celle-ci, ça me laisse pas insensible, moi non plus. Alors on a parlé de Omega, on est obligé de parler aussi évidemment de Rolex, et Rolex qui a sorti plusieurs montres, notamment les nouvelles Submariner. Alors c'est forcément un événement chez Rolex, parce que la Submariner c'est peut-être la Rolex de référence, la plus classique, la plus iconique, celle, voilà, s'il devait en rester qu'une, elle ferait partie de celles qui seraient sélectionnées. Donc dès qu'il y a une nouvelle Submariner, c'est tout de suite un événement. Et ça faisait longtemps que la Submariner classique, donc sans date, n'avait pas été renouvelée. La dernière fois c'était en 2012. Et cette fois-ci, donc, il y a eu une référence, donc c'est la référence 12-40-60. Et là où elle se distingue, alors comme toujours chez Rolex, c'est des tout petits changements qui vont être faits, ça va pas être des changements draconiens. Je pense par exemple à Vacheron avec l'Overseas 1, puis 2, puis 3, où clairement on voit qu'il s'agit d'une génération différente, on les reconnaît tout de suite. Là, les changements sont beaucoup plus subtils. Alors notamment au niveau de la boîte, c'est une boîte maintenant qui fait 41 mm, ce qui est une première là aussi pour Rolex, parce que traditionnellement la Submariner, elle a été créée, il me semble, en 53, et voilà, ça a toujours été entre 39 et 40 mm suivant les versions. Et là, 41, ça passait la barre des 40. Et paradoxalement, elle fait au poignet, pour l'avoir essayé, plus petite que la version précédente, qui elle était en 40 mm, notamment du fait des cornes nouvelles qui sont affinées, qui voilà affinent le profil. Et au poignet, on a une montre qui semble qui ressemble
presque à la génération d'avant en fait, encore avant. Donc voilà au niveau de la taille. Il y a évidemment un nouveau calibre qui a été sorti, donc c'est le calibre 32-30 qui se distingue notamment avec sa grande réserve de marche qui est de 70 heures. Donc ça, c'est de plus en plus standard, j'ai quand même l'impression maintenant quand il y a une nouvelle montre qui sort, on est dans ces ordres de grandeur là. Mais ce qu'il faut se dire pour Rolex, même s'ils avaient intégré ce type de réserve de marche dans d'autres montres précédentes, là ils le déclinent sur la Submariner, mais voilà, ça représente quand même un saut en avant par rapport à la Submariner actuelle. Alors je précise, la Submariner date avant avait déjà un meilleur calibre en termes de réserve de marche. Donc là c'est, on va dire, c'est la version sans date qui va rattraper un petit peu son retard, mais ça reste malgré tout à noter. Et puis la nouvelle Submariner avec date a aussi été sortie pour accompagner la Submariner classique. Alors autant la Submariner classique, elle se trouve seulement dans sa version standard en acier, lunettes noires. La Submariner Date, elle, a plusieurs variations. 7 si je ne dis pas de bêtises, donc voilà, une variation de métaux, de couleurs, de tout ça. Donc ça me donne, moi, la manière dont j'analyse ça, c'est de me dire Rolex a d'un côté l'icône, la Submariner, vraiment dans sa version standard, elle y touche pas, ou enfin voilà, elle reste un petit peu préservée d'une certaine manière, et Rolex va s'amuser un petit peu sur la version date, avec plus de variantes, de couleurs, etc. Donc d'un côté l'icône et puis de l'autre les déclinaisons un petit peu plus fun. Et en parlant de déclinaisons fun, ce sont les nouvelles Oyster Perpetual avec les cadrans de couleurs. Donc ils ont annoncé plein de jolies couleurs simples, des jaunes, des verts, des rouges, des choses un petit peu flashy comme ça, qui me font penser moi aux anciens cadrans un petit peu de Day-Date, vintage comme ça, avec ces espèces de vernis là qui sont très beaux et qui, j'avais l'impression, commençaient à revenir un petit peu à la mode là ces dernières années. Et ça me donne là aussi le sentiment que Rolex évidemment écoute un petit peu la communauté, ce qui plaît, etc. Et a dû sentir un petit peu avant le nez creux que voilà ces types de couleurs revenaient un petit peu à la mode et pourquoi pas les décliner dans on va dire la Rolex presque entrée de gamme. Je pense que ça doit être le modèle le plus accessible, le Oyster Perpetual. Et là aussi ces montres s'arrachent, là aussi c'est des listes d'attente, elles sont vendues plus cher, comme la Submariner dont je parlais. Et ça illustre aussi il y a de plus en plus de montres qui se revendent un petit peu cher, mais je pense que c'est aussi lié avec les soucis de production que j'évoquais en préambule. Du côté de Patek Philippe, il y a aussi plusieurs nouveautés. Il y en a une que j'ai retenue en particulier. C'était la Calatrava référence 6007A. Et pourquoi je l'ai retenue? Parce qu'elle était, finalement, quand on la regarde, c'est peut-être la moins Calatrava de toutes les Calatrava. Calatrava, c'est vraiment la montre classique. La première, c'était en 1931, la référence 96, et voilà, c'est vraiment cette montre épurée, la montre habillée, enfin voilà, c'est vraiment qui est un petit peu le standard de la montre habillée. Et puis là, on a une montre qui est voilà une Calatrava, qui est un petit peu différente parce que elle est toute bleue, elle a ce guillochage très joli au centre, enfin elle fait beaucoup plus moderne, presque sportive. Elle me fait penser un petit peu dans, on va dire, les codes et puis avec le guillochage au centre, à une autre Patek, alors j'ai plus la référence en tête, c'est le chrono World Time qui est aussi bleu, donc il y a un chronographe et une complication World Time dans un même modèle. Voilà, avec ce bleu nuit un petit peu comme ça qui est assez joli, et je me demande si c'est pas un peu une orientation esthétique que va prendre Patek Philippe là pour les mois et années à venir. Alors c'est une édition qui est limitée à 1000 pièces, qui est là pour commémorer en fait, pour célébrer l'ouverture de la nouvelle manufacture à Plan-les-Ouates. Donc c'est un immense building qui a ouvert récemment, voilà, pour augmenter je sais pas si vraiment pour augmenter les capacités de production, mais en tout cas voilà, tout réunir et tout réorganiser un petit peu. Donc voilà, c'est une grande
étape pour Patek Philippe. Je suis pas un expert de l'histoire des bâtiments Patek Philippe, mais il me semble que le premier c'était la boutique rue du Rhône jusque dans les années 90. Enfin, ce qui est la boutique actuelle, mais qui était à l'époque la manufacture. Puis il y a eu le premier gros bâtiment à Plan-les-Ouates et enfin celui-ci. Le seul point moi qui m'a dérangé un petit peu entre guillemets là sur la pièce que je trouve un petit peu dommage, c'est cette inscription au dos de la montre pour commémorer l'ouverture de la manufacture. Il y a une petite, c'est une glace saphir et puis dessus il y a cette inscription là, New Manufacture. Là en plus c'est en anglais, ça me parlait pas trop. Voilà pour commémorer ça. Je trouvais que elle aurait été tout aussi belle si ce n'est plus selon moi sans cette inscription. Un autre produit, toujours dans le haut de gamme comme ça, plutôt deux autres produits qui m'ont interpellé, c'était ce partenariat entre deux marques indépendantes, H. Moser et MB&F. Là où c'était intéressant, c'est que voilà, deux marques indépendantes, on pourrait penser de l'extérieur qu'elles sont deux marques concurrentes. Elles le sont vraisemblablement. Alors quand on voit le type de montre qu'elles font, on peut imaginer que ce soit des clients qui achètent l'un et l'autre. Mais finalement, elles ont fait quelque chose de très intelligent selon moi, parce que MB&F a fait une version H Moserisée d'une de ses montres, et H Moser a fait une version MB&Fisée de l'une de leurs montres. Et les deux ont été lancés en même temps. Voilà, une espèce de partenariat, collaboration. Et là où je trouve ça intelligent, c'est bon, évidemment, on en parle, ça fait parler, et je crois qu'elles ont toutes été vendues rapidement, donc voilà, l'effet escompté a été atteint. Mais là où c'est particulièrement intéressant selon moi, c'est que ce sont deux marques qui ont compris que certes, elles sont peut-être en concurrence, mais finalement, quand on achète une montre, on est déjà, et encore plus les montres de cet ordre-là, ce prix-là, ces petites séries, etc., on est déjà dans l'ordre du déraisonnable, et c'est pas parce que quelqu'un va acheter une MB&F qu'il n'achèterait pas une Moser. Au contraire, c'est précisément parce qu'il est client MB&F que Moser peut lui parler, et vice versa. Et c'est ça qui caractérise même toute l'industrie, selon moi. Il y a peu de gens qui sont monomaniaques d'une marque. La plupart, quand on est collectionneur, vont avoir plusieurs marques de montres, parce que on n'a pas besoin de montres. Donc si on n'en a pas besoin, c'est qu'on est dans le déraisonnable, on est dans la passion. Donc il y a moins ces notions de concurrence là. Peut-être ça va être évidemment qu'à un moment, un budget donné, on va l'allouer plus à une marque qu'à une autre, mais c'est pas parce qu'on a acheté la marque A qu'on n'achètera pas la marque B. Et peut-être que justement le fait d'avoir acheté la marque A peut ensuite donner envie de découvrir B. Enfin voilà, il y a pas des oppositions frontales, c'est pas comme un achat plus utilitaire. Je dis par exemple une voiture. Alors je distingue la voiture plaisir, sport, week-end ou je sais pas quoi. J'ai moi-même pas mon permis, mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui vont acheter une voiture pour cet aspect utilitaire, la voiture qu'ils vont utiliser pour aller au travail. Et là, bon, ils vont pas en avoir deux. Ils vont avoir la voiture qu'ils utilisent tous les jours. Et s'ils achètent un tel, ils achèteront pas telle autre marque. Pour moi, c'est littéralement tout l'opposé pour les montres. Et c'est en ça que j'ai trouvé ce partenariat particulièrement intéressant et assez rare. Je sais pas d'ailleurs s'il y a vraiment eu d'autres équivalents, en tout cas dans l'histoire récente, il me semble pas. Alors il y a des partenariats de marques entre au niveau des mouvements, par exemple, je repense à Tudor et Breitling qui se partageaient des mouvements, ce genre de choses là, mais un partenariat poussé à l'extrême comme ça, pour moi c'est assez inédit, en tout cas dans l'histoire récente. Et puis alors j'ai parlé de tout un tas de montres, et puis de montres très très haut de gamme. Sans me rendre compte, là je suis monté un petit peu en gamme. On va baisser de gamme très très nettement avec Seiko et la gamme Seiko 5. Donc c'est aussi une gamme dont je parle régulièrement dans ce podcast, parce que j'estime que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix tout simplement qu'on peut avoir, et c'est pour moi le meilleur contre-argument quand on me dit mais les montres c'est très cher, etc., j'ai pas les moyens, c'est pas pour moi. Finalement ça coûte moins cher qu'une smartwatch, et donc là il y a la nouvelle Seiko 5. Donc Seiko a lancé a renouvelé sa gamme là, il y a quelques temps, et puis là en 2020 a renouvelé les modèles avec les modèles sport, et donc c'est
un modèle voilà qui est assez sympa si on aime bien cette esthétique là, qui est en 40 mm, un mouvement automatique, un fond saphir, on a une étanchéité à 100 mètres, enfin plein de choses super sympas pour une montre mécanique, et ça vendu environ 250 €, donc c'est imbattable en termes de prix, et voilà, c'est ça aussi qui est assez intéressant avec Seiko, c'est leur capacité à faire des montres entrée de gamme comme ça, comme celle-ci, et puis et des montres beaucoup plus haut de gamme comme les grandes Seiko, et à chaque fois avec plutôt un bon rapport qualité-prix comme illustré avec celle-ci. Et finalement c'est comme voilà, je disais, c'est le prix d'une smartwatch, quoi. Et en parlant de smartwatch, Apple a lancé, comme à son habitude, la nouvelle Apple Watch. Donc c'est l'Apple Watch série 6, donc ça a été lancé en septembre dernier. Là, je vais regarder la keynote, ça m'intéresse toujours un petit peu de voir ce qui est fait dans cet univers-là. Alors il y a eu comme d'habitude, bon, voilà, des choses qui sont des nouveautés qui sont pas hyper excitantes en soi, enfin c'est des nouveaux coloris de matériaux, bon ok, des nouveaux bracelets, bon ok. Il y avait ceci dit un bracelet qui était sympa, c'est le Solo Loop, donc c'est un bracelet qui va être sans boucle avec un peu élastique comme ça. Et alors je l'ai pas essayé moi-même, mais je serais intéressé de savoir ce que ça donne en termes de confort au porté. Enfin, en tout cas c'était ça a l'air assez intéressant. Alors esthétiquement c'est intéressant dans le sens où il y a ce côté hyper épuré sans la boucle, et d'un autre côté on perd aussi les très jolies boucles dans toutes les marques qui font des jolies boucles, c'est partie de l'identité de la montre, donc ouais, je serais curieux un petit peu d'essayer ça. Il y a eu des nouveaux écrans de veille, alors là aussi c'est pas en soi particulièrement intéressant, c'est pas ça moi qui m'interpelle énormément. Ceci dit, ce que je trouvais intéressant, c'était de voir comment beaucoup d'écrans de veille qui étaient proposés étaient finalement hyper inspirés des montres mécaniques. Il y avait des chronos qui voilà, des espèces de pandas ou pandas inversés, enfin vraiment des choses qui viennent de notre univers à nous, entre guillemets. Il y avait je me rappelle aussi d'une variation avec une espèce de lunettes GMT, Pepsi, donc on voit tout de suite où sont les inspirations, tout ça. Et c'est intéressant de se dire que voilà, que ces codes esthétiques là rentrent un petit peu dans les smartwatches. Et là je trouvais ça intéressant, c'est que vraisemblablement les clients qui vont acheter une smartwatch, c'est pas nécessairement des gens qui seraient clients de montres mécaniques, quoique ça peut exister évidemment, mais voilà, ça montre plus l'attention du détail qu'Apple va avoir pour respecter un petit peu ces codes là, et voilà, ça montre qu'ils suivent aussi l'industrie mécanique, quoi. Sinon je pense que la grosse nouveauté sur cette montre là, c'était le capteur qu'ils ont pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang. Alors je pourrais pas vous expliquer, je suis pas médecin, mais expliquer vraiment tout ce que ça permet de mesurer, de déduire sur l'état de santé, mais de ce que je comprends, ça peut quand même envoyer des alertes quand il y a des choses assez sérieuses qui se passent, potentiellement des choses qui peuvent impacter une vie. Et c'est là où ça va devenir vraiment intéressant et de plus en plus dur aussi à justifier de ne pas avoir ce type de montre là. C'est que quand cette technologie se démocratise et qu'on peut avoir en permanence pour pas très cher un appareil qui peut tout simplement vous sauver la vie, ça va être dur de justifier de ne pas avoir un appareil comme celui-ci, notamment pour des personnes un peu plus à risque, etc. Et si cet appareil prend la place sur le poignet, ça aura forcément un impact sur les montres un petit peu, enfin les montres traditionnelles tout simplement. Alors à titre personnel, ça m'embêterait de devoir porter une montre comme ça et de prendre cet espace-là, évidemment. Et je me dis, peut-être que ces capteurs-là pourraient se retrouver sur d'autres types de produits. Je crois que j'avais entendu parler de rumeurs qui disaient que les AirPods pourraient aussi avoir des capteurs comme ça pour le cœur, ou ça existe aussi des bagues, enfin tout un tas d'autres capteurs qui pourraient être intéressants si on s'intéresse à la santé, mais sans prendre en compte, sans prendre l'espace dédié du poignet. En tout
cas, voilà, les smartwatches, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé, mais sur lequel j'ai jamais franchi le pas moi-même. Il y a une part de moi qui n'a pas envie d'être trop tenté, puis de délaisser mes montres mécaniques, même si je pense pas que ça arriverait. Mais une autre part de moi qui est curieuse et qui aimerait en savoir un petit peu plus là-dessus, me faire une opinion un petit peu plus forte sur le sujet. Donc voilà, c'est pas exclu que à l'avenir je me penche un petit peu plus dessus. Puis il y avait une dernière update sur cette Apple Watch, c'était tous les services qui sont dédiés de fitness, d'abonnement. On peut prendre des cours avec des coachs, des vidéos, des choses comme ça. Alors là aussi, c'est pas nécessairement mon domaine, mais je me disais que c'est arrivé en plein confinement. Finalement, toutes les personnes qui avaient l'habitude de se rendre dans une salle de sport pour faire leur gym, etc., ne peuvent plus vraiment le faire actuellement, et ça peut être super pertinent pour eux de le faire en s'aidant de leur service Apple, leur montre, etc. Et là aussi, voilà, quand c'est la stratégie d'Apple, quand on rentre dans l'écosystème et qu'on a tout qui est connecté autour de cet écosystème-là, la montre va devenir de plus en plus un accessoire central et indispensable. Donc ça aura forcément un impact un petit peu sur le reste des choses qu'on peut porter à son poignet. Et voilà, je pense que j'en ai fini là avec ma rétrospective annuelle. J'ai maintenant hâte de voir ce que 2021 va nous réserver en actualité horlogère, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme, et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.